Le sombre contour du château Schreckenschloss se découpait nettement sur le ciel éteint de l'automne. De lourds nuages de plomb recouvraient la voûte céleste, ne laissant filtrer ni lueur, ni la moindre trace de chaleur solaire. Une fine bruine grise glissait paresseusement sur les vitres embuées du bus. Un paysage terne et désolé. L'automne n'était pas encore la mort, mais il en était déjà l'agonie. Les rares arbres qui bordèrent la route avaient presque tous perdu leurs feuilles, et à perte de vue, des marécages couleur cendre s'étendaient, sales et désolés comme une muraille. Par endroits, seuls quelques arbustes et arbres tordus surgissaient de cette mer stagnante. Dans les creux du terrain, un brouillard humide et glacé s'accrochait au relief, et le monde entier semblait plongé dans une pénombre constante, malgré l'heure matinale. Le château était encore loin, mais d'ici, on pouvait déjà apercevoir sa silhouette imposante, dressée fièrement au-dessus de la vallée, solitaire et majestueuse. Une ombre noire descendit lentement sur l'une des tours, sans doute là où nichèrent les pigeons. Il paraissait qu'autrefois, Schreckenschloss avait été l'un des plus beaux châteaux d'Europe. Mais à présent, il avait perdu son éclat, et la pierre dont il était fait s'était assombrie avec le temps, envahie de mousse. La seule tache de couleur dans ce décor lugubre était le bus touristique aux teintes vives, avançant lentement sur un chemin à peine discernable. « Enfin, le voilà !» s'exclama Sheila avec enthousiasme. Ses cheveux châtains foncés s'agitèrent quand elle se leva d'un bond et agita la main pointant du doigt la silhouette lointaine. « Waouh !» souffla Kevin, émerveillé. « Il est immense !» Ses yeux gris s'écarquillèrent sous l'effet de la surprise. Ernie retira ses écouteurs et demanda « C'est donc ça, le fameux Schreckenschloss ?»« Lui-même !» répondit Sheila avec un sourire espiègle. « Quelle plaie !» soupira la fille blonde en jean, assise à côté de Sheila. « Tout ça pour ça ? Ça valait vraiment la peine de venir aussi loin sous cette météo pour un tas de pierres ? J'aurais préféré rester à l'hôtel avec Betty. Au moins, là-bas, il fait chaud et j'aurais pu regarder la télé. Ils doivent passer charmed en ce moment. Ouais, et au moins là-bas, il y a Internet. Ici, il n'y a même pas de réseau. » Ernie, qui venait encore une fois d'essayer en vain de capter un signal sur son téléphone, le rangea avec une moue déçue. Un trou perdu, l'âge de pierre. J'imaginais même pas que des endroits comme ça existaient encore sur Terre, où les gens ne savent même pas ce qu'est Google. Pour ton information, il y a encore plein d'endroits dans le monde où non seulement on ne connaît pas Internet, mais où l'électricité elle-même reste une légende, ironisa Kevin avec un sourire. Ce n'est ni la météo, ni le manque de réseau, répliqua Sheila. Betty n'est pas venue parce qu'elle est superstitieuse et froussarde. Je me demande même comment sa mère a pu la laisser partir avec nous. Elle, qui ne lui permet même pas de mettre un pied dehors après 19 heures. Elle s'interrompit un instant et soupira. Mais bon, vous avez raison. Moi aussi, ça me manque, la connexion au monde extérieur. Et ce temps est vraiment atroce. Je suis gelé. Et cette fichue pluie n'arrange rien. Allez, courage, la consola Ernie. Une fois là-bas, une tasse de thé bien chaud et une cheminée allumée t'attendront. Et qui va l'allumer, cette cheminée ? Demanda Sheila, soudain moins enthousiaste. Oh, dans un château aussi ancien, il y a sûrement des fantômes, peut-être même le comte Dracula en personne. Et dès qu'on franchira le seuil de son royaume, les portes se refermeront derrière nous, et des crocs acérés se planteront dans notre cou. Enchaîna Sheila avec un ton dramatique. Tina, la voisine qui s'était plainte du temps, lui lança un regard étrange, comme pour dire « Tu racontes encore des idioties. Il serait peut-être temps de grandir. » Sheila ne prêta aucune attention à son expression et se tourna vers une autre de leurs compagnes de voyage, la bousculant légèrement. « Hé, Annie, et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Annie, une jeune fille blonde portant un pull blanc en laine, n'avait cessé de fixer le paysage par la fenêtre, plongée dans ses pensées. « Moi, je pense qu'on ne devrait pas dire des choses pareilles. Et pour être honnête, je ne suis plus aussi emballé par ce voyage. J'ai un mauvais pressentiment. »« Un pressentiment ? N'importe quoi, » lança Sheila. « Ne sois pas aussi superstitieuse que Betty. » Annie haussa simplement les épaules, sans répondre. Pendant ce temps, Ernie tentait de réveiller son camarade qui dormait profondément, blotti contre sa petite amie Jenny. « Hé, John, réveille-toi, tu vas rater le meilleur. » Le garçon émergea lentement du monde des rêves et regarda autour de lui. Au début, il ne comprit pas tout de suite où il se trouvait, mais lorsqu'il s'en souvint, sa première question fut « On est déjà arrivé ?» Ernie le mit rapidement au courant de la situation. Alors, John réveilla sa petite amie qui dormait contre son épaule. Jennifer secoua sa chevelure teinte en rouge, s'étira langoureusement comme un chat, puis changea de place pour s'asseoir à côté de Maggie, d'où la vue sur le château était bien meilleure. Maggie était assise seule et accueillit cette compagnie inattendue avec plaisir.
C'était une fille discrète, qui ne se distinguait ni par son intelligence, ni par sa beauté, ni par quelque qualité particulière. Elle n'avait pas d'amis. « Quelqu'un vit dans le château ?» demanda Jennifer. « Oui, une famille, un homme et sa femme. Ce sont eux qui font office de guides touristiques, de gardiens et de serviteurs de tous les anciens trésors. » lui répondit Linda, assise à l'avant, près du conducteur. Elle était légèrement plus âgée que les autres, mais il suffisait d'un minimum de bon sens pour comprendre qu'elle était la meneuse naturelle du groupe. Tout le monde l'appelait simplement Miss Lee, bien qu'elle n'ait évidemment rien à voir avec le légendaire Dragon Bruce. D'ailleurs, physiquement, elle ressemblait bien plus à une Scandinave qu'à une fille née près de la Grande Muraille de Chine. Une chevelure blonde dorée coupée en carrés, des yeux d'un bleu limpide. Je parie que c'est un vieux majordome guindé et une gouvernante ridée avec une coiffe amidonnée, marmonna Ernie, jetant un énième regard frustré à son téléphone. Le bus s'arrêta brusquement. « Qu'est-ce qui se passe ?» s'écria l'un des garçons. « On ne peut pas aller plus loin, la route est inondée, » expliqua le conducteur. « Il va falloir continuer à pied. Si le bus s'embourbe, on ne pourra jamais le dégager. » Puis, se tournant vers Miss Lee, il demanda « Si cela vous convient, je reviendrai vous chercher au château vers 5 ou 6 heures. » Elle hocha la tête. « Bien sûr, vous pouvez aller où vous voulez jusqu'à cet après-midi. » Les jeunes, emmitouflés dans leurs vestes, chargés de sacs à dos et de besaces, sautèrent hors du bus pour atterrir sur la route détrempée. Leur souffle se transformait en nuages de vapeur dans l'air glacial. La boue glissait sous leurs semelles. Le trajet était loin d'être agréable, ni facile, ni rapide. Mais, malgré le sol marécageux qui s'enfonçait sous leurs pas, ils avançaient d'un bon pas vers le château de Schreckenschloss, bavardant joyeusement. Le froid mordait la peau, la pluie tombait paresseusement sur leurs visages et leurs vêtements, et un vent glacé balayait la plaine. Pourtant, les blagues et les rires fusaient de toutes parts. La jeunesse est une période étrange. C'est l'âge où l'on affronte tout avec légèreté, le succès, les échecs, les déceptions, et même la mort. Quant au majordome guindé et la vieille gouvernante à coiffe amidonnée, ils s'avérèrent être tout sauf guindés, et encore moins vieux. C'était un couple jeune. Ils s'appelaient Allison et Alfred. Ils accueillirent les visiteurs avec des sourires chaleureux. Quelques minutes plus tard, Allison leur proposa du thé chaud, du café, et les invita à venir se réchauffer près de la grande cheminée. Sur ce point, Ernie ne s'était donc pas trompé. Les jeunes se séchèrent, et bientôt, la visite guidée commença. Si, de l'extérieur, le château semblait abandonné, ancien et oublié, son intérieur étonnait par sa splendeur, sa richesse, sa majesté, et par le silence solennel qui y régnait. Le groupe fut divisé en deux. Le premier, dirigé par Alfred, comprenait Miss Lee, la solitaire Maggie, ainsi que John et Jennifer, le couple inséparable. Allison prit sous son aile 3 filles, Sheila, Annie et Tina, et 2 garçons, Ernie et Kevin. « Nous n'irons pas dans l'aile gauche », annonça Allison. « Malheureusement, elle est en très mauvais état. Des travaux de restauration sont en cours, mais les fonds manquent. Les ouvriers ne viennent qu'une fois par semaine, alors je crains que la rénovation du château ne prenne beaucoup de temps. Mais rassurez-vous, la partie ouverte au public recèle de nombreux trésors. Venez, je vais vous montrer. » Et en effet, il y avait tant à voir. Des meubles en acajou recouverts de velours et de brocart, des lustres dorés, des tableaux d'artistes des siècles passés, des vitrines où scintillaient des bijoux ornés de fausses pierres précieuses, de la vaisselle en or et en argent, de la porcelaine fine, des épées, des pistolets, des fusils de chasse, des tapis persans, de lourds rideaux de velours, des coffres sculptés en ivoire et bien d'autres objets anciens. Les jeunes n'étaient même pas des connaisseurs en antiquité, mais tous comprenaient que les richesses du château avaient une immense valeur culturelle. Ernie, de temps à autre, laissait échapper une exclamation. « Ça vaut bien plus que quelques euros, c'est certain. Peut-être même beaucoup plus. Vous n'avez pas peur des voleurs ?» L'atmosphère du château était empreinte d'un mystère fascinant, et les légendes racontées par Allison et Alfred ne faisaient qu'accentuer cette impression inquiétante. À cet instant, l'hôtesse s'arrêta devant un ancien portrait représentant une magnifique jeune femme. Cette légende raconte l'histoire de la belle Magdalena, l'épouse de l'un des seigneurs du château de Schreckenschloss, commença Allison. Comme vous pouvez le voir, elle possédait une beauté digne d'un conte de fées. Un jour d'automne, alors qu'elle voyageait en carrosse sur une route forestière, elle fut attaquée par des brigands. Ses gardes, dans un acte de lâcheté impardonnable, prirent la fuite, l'abandonnant à son sort. La malheureuse fut dépouillée, violentée, puis assassinée avec une brutalité inouïe. Un frisson parcourut les jeunes filles, qui étouffèrent un cri de stupeur, mais Allison poursuivit son récit d'une voix calme et posée. Le lendemain matin, les serviteurs de Magdalena revinrent au château tremblants de peur. Le comte Edgar les accueillit sur le seuil, rongé par l'inquiétude. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit, tourmenté par un terrible pressentiment.
Lorsqu'il apprit la tragédie, il sauta sur son cheval, sans même prendre le temps de le sceller, et se précipita dans la forêt. Là, à un carrefour isolé, il découvrit le corps mutilé de sa bien-aimée. Son chagrin fut sans limite. Beaucoup pensèrent qu'il ne le supporterait pas. Et pourtant, il survécut. Mais une part de son âme mourut avec son épouse, et à partir de cette nuit-là, il devint un homme d'une cruauté effroyable. Le silence s'épaississait. Les murmures s'étaient tus, et même Ernie avait cessé ses plaisanteries. Le comte prit le cadavre de Magdalena et l'installa sur son cheval, face à lui, comme si elle était encore en vie. Il rentra lentement au château, traversant le village, sous les regards horrifiés des habitants. On pouvait voir la robe déchirée de la comtesse, son sang coagulé, ses bras brisés et ses yeux vides. Mais Edgar, lui, ne semblait rien remarquer. Pour lui, Magdalena était toujours aussi belle. Il l'enterra avec tous les honneurs, mais pas au cimetière. Non. Il choisit de la déposer dans le jardin, juste derrière le château, afin de pouvoir lui rendre visite chaque jour. Parfois, on l'apercevait près de sa tombe, même en pleine nuit. Quant aux 6 hommes qui avaient abandonné Magdalena à son sort, ils furent livrés aux bêtes sur ordre d'Edgar, le jour même. À l'époque, il était courant pour les nobles de garder des fauves dans leur domaine. Allison indiqua d'un geste la direction du vieux zoo, mais plus personne ne s'y intéressait vraiment. Plus tard, le comte organisa une grande chasse à l'homme dans la forêt, poursuivit-elle. Tous les bandits, coupables ou non du meurtre de Magdalena, furent capturés et exécutés. Les récits sur leur sort varient selon les sources, mais ce que l'on sait, c'est qu'ils périrent, dans d'atroces souffrances. Certains prétendent qu'on les mutilait, morceau par morceau. D'autres racontent qu'on leur arrachait le cœur, qu'on les écartelait. Edgar ne connaissait plus la pitié. Cette fois, ce ne furent pas seulement les filles qui frissonnèrent, mais aussi les garçons. Puis, une semaine après cette nuit funeste, le fantôme de Magdalena apparut à Edgar. Elle pleurait, le suppliant de l'aider à trouver la paix. Elle revenait chaque nuit où la lune brillait dans le ciel. Seules, les nuits de nouvelle lune lui accordèrent un court répit. Au début, on crut que le châtelain avait sombré dans la folie. Mais bientôt, les serviteurs et même les villageois virent le spectre à leur tour. C'est alors qu'Edgar se tourna vers la magie noire. « Je le savais. Il fallait bien qu'on croise un vampire dans cette histoire, » chuchota Sheila à l'oreille de Tina, prononçant la seule phrase depuis le début du récit. Allison poursuivit. Le comte Edgar s'enferma dans son château, ne sortant plus ni le jour ni la nuit, et finalement il parvint à apaiser l'âme de Magdalena. Dans un grimoire ancien, il trouva un sortilège, et dès lors, le spectre cessa d'apparaître pour réclamer justice. Mais Edgar ne renonça pas à la magie, car, dit-on, quiconque fait appel aux forces obscures en devient à jamais l'esclave. « C'est vrai, » intervint Annie. « Ma grand-mère pense la même chose. » Avec le temps, dans les villages alentours, on commença à murmurer qu'un vampire rôdait dans la région. Des corps atrocement mutilés furent découverts, et les habitants de ces terres se tournèrent vers le comte pour demander sa protection. Le comte promit d'y remédier, mais en échange, il exigea que 2 personnes lui soient livrées, qu'elles soient livrées chaque semaine, offertes en sacrifice à la créature. D'abord, on lui amena des criminels, puis des malades en phase terminale, des mendiants, des vieillards. Mais bientôt, ce furent des jeunes gens en pleine santé, innocents, qui durent être sacrifiés. Mais tous voulaient vivre, soupira Allison. Moins d'1 an après la mort de la comtesse Magdalena, les sujets du comte se révoltèrent. Ils l'accusèrent de cruauté, d'exécution barbare, de sorcellerie et de vampirisme. Ils prirent d'assaut le château et tuèrent Edgar. « Ils l'ont tué » s'étonna Sheila déçue. « Mais c'était un vampire. C'est ce que vous venez de dire. Vous ne savez donc pas qu'un vampire ne peut pas être éliminé si facilement ? Je ne sais pas s'il était un homme ou une créature revenue d'entre les morts, mais ce n'est qu'après qu'on lui eut enfoncé un pieu en bois dans le cœur qu'il cessa d'exister. Cependant, dit-on, l'esprit de la mort, invoqué par la magie noire d'Edgar, ne quitta jamais le château. Tous les propriétaires du château, par la suite, connurent des destins tragiques. Certains furent foudroyés par des maladies étranges et foudroyantes, d'autres périrent dans des accidents mystérieux, d'autres encore sombrèrent dans la folie ou disparurent sans laisser de traces. Peu vécurent assez longtemps pour atteindre un âge avancé. Allison termina son récit sur cette note inquiétante, puis elle sourit, comme si de rien n'était, fit volte-face et invita les visiteurs à la suivre. « Venez par ici, s'il vous plaît, regardez ce poignard. On raconte que le 8e maître de Schreckenschloss l'a rapporté de Perse après l'avoir dérobé aux assassins eux-mêmes. » Continua-t-elle en guidant le groupe de touristes. Mais Annie ne l'écoutait plus. Son regard était rivé au portrait. Magdalena la fixait depuis le mur. Les siècles n'avaient en rien altéré sa beauté. Ses yeux ambrés semblaient sans fond. Une boucle dorée reposait sur sa tempe, et sa bouche, légèrement entr'ouverte,
laissait entrevoir des dents d'une blancheur éclatante. Elle souriait. Sur sa robe de velours, une rose écarlate était épinglée, aussi magnifique que la comtesse elle-même. Mais en la regardant, Annie ressentait une inquiétude grandissante. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais depuis leur arrivée au château, une peur glaciale s'était emparée de son âme et refusait de la quitter. Annie serra la croix dans sa main. « Seigneur, sauve-nous et protège-nous tous » murmura-t-elle. Sa grand-mère lui disait toujours « Annie, ne fais confiance qu'à Dieu, il t'aidera dans les moments difficiles. » Annie prit une grande inspiration et se hâta de rattraper ses amis. Aussi fascinante et captivante qu'ait été la visite du château, elle finit par toucher à sa fin. Après tout a une fin, aussi bien le bon que le mauvais. Allison et Alfred avaient partagé avec leurs visiteurs de nombreuses légendes, mystérieuses et parfois terrifiantes, sur le château de Schreckenschloss. « Et maintenant, » annonça Allison, « vous pouvez explorer le château à votre guise et admirer les lieux plus en détail. Faites attention, il est immense, ne vous perdez pas. Et surtout, ne prenez pas peur si par hasard vous croisez un fantôme. Les nôtres sont bien nourris et presque apprivoisés. Ils ne dérangent généralement pas les touristes, plaisanta-t-elle. Ah, et n'oubliez pas, il est strictement interdit d'entrer dans l'aile gauche. C'est pour votre sécurité. Comme je vous l'ai déjà dit, cette partie du château est ancienne et en mauvais état. Vous risqueriez de traverser un plancher vermoulu ou de recevoir un morceau de plâtre qui se détache du plafond. Certaines pièces n'ont pas de fenêtres, ou bien elles sont condamnées. Prenez ces lampes torches. Nous sommes responsables de la sécurité de nos visiteurs. Alors faites preuve de prudence et évitez tout accident. Oh, et derrière le château, il y a un jardin. Vous pouvez vous y rendre et jeter un œil à la légendaire tombe de la comtesse Magdalena. Bien sûr, à cette époque de l'année, les feuilles sont tombées, et le jardin paraît un peu désolé. « Mademoiselle Lee, vous ne venez pas avec nous ?» demanda Sheila à Linda. « Non, si cela ne vous dérange pas, je vais rester ici. Trop d'informations, trop d'émotions. » Leur souris la guide. Les jeunes haussèrent-elles les épaules, mais sans se laisser démonter. Ils prirent les lampes torches et, se divisant en petits groupes, se dispersèrent à travers le château. Tina s'apprêtait à suivre le mouvement, mais Annie lui attrapa l'épaule, l'arrêtant net. « Attends, on nous a dit de ne pas aller dans l'aile gauche. »« Oh, s'il te plaît, » souffla Sheila avec mépris. « Je devrais rater ça. Tu n'es pas curieuse? Et puis, si on ne dit rien, personne ne saura qu'on y est allé. »« Mais c'est dangereux, » répliqua Annie. Puis, à voix basse, elle ajouta « Et ce n'est pas honnête. Si tu es si peureuse, reste ici ou retourne en arrière. Moi, j'y vais, même seule. » Sheila haussa les épaules avec agacement. « Laisse-moi tranquille. » Annie la lâcha et soupira tristement tandis que Sheila avançait d'un pas assuré dans le couloir. Tina hésita une seconde, puis, lui lançant un regard suppliant, dit « Annie, viens, s'il te plaît. » Et elle suivit Sheila. Annie regarda autour d'elle. Il n'y avait personne à proximité. Alors elle n'eut d'autre choix que de rattraper ses amis. Tina poussa une lourde porte sur leur chemin. Elle s'ouvrit dans un grincement sinistre, soulevant un nuage de poussière ancienne qui tourbillonna sous la lumière de la lampe, scintillant comme des étincelles dorées. « Après vous !» déclara Sheila avec une révérence exagérée, laissant passer ses amis en premier. Tina et Annie entrèrent lentement dans la pièce, tentant de distinguer quelque chose dans l'obscurité. « Il fait vraiment sombre ici !» chuchota Tina. Là-bas, près de la fenêtre, un mince rail de lumière filtre à travers les volets clos. Et c'est tout. Pour une raison inconnue, parler à voix haute en cet endroit semblait inapproprié, comme si elle se trouvait dans une bibliothèque, un théâtre ou une église. « Essayez de trouver quelque chose d'intéressant » ordonna Sheila toujours aussi enthousiaste. Rien, semble-t-il, ne semblait l'inquiéter. Elles se dispersèrent dans différentes directions. Sheila explorait les lieux à la lumière de sa lampe, tandis que ses amis tentaient de rester soit près d'elle, soit près de la fenêtre, avançant les mains tendues devant elle pour éviter de trébucher sur un obstacle caché dans l'ombre. Soudain, Annie poussa un cri. « Qu'est-ce qu'il y a » s'écrièrent un de ses amis d'une même voix, alarmés. « Rien, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Venez voir. » Sheila braqua sa lampe sur la découverte d'Annie. « C'est une peinture, » commenta Tina. « Un portrait, » la corrigea Annie. Sheila siffla entre ses dents. « Pas mal. Il y a quelque chose d'écrit, » remarqua Annie. « Où ça ?»« Ici, en bas. » Les filles se penchèrent pour lire l'inscription. « Edgar von Schreckenschloss » déchiffra Annie avec difficulté. « Voilà donc à quoi il ressemblait, notre Dracula local, » se moqua Sheila. « Moi, je lui aurais bien offert mon cou, et pas seulement ça. » Un silence s'installa. Elles restèrent figées devant leur découverte. Peu à peu, une peur sourde et inexplicable s'insinua en elles. Cette terreur primitive et oppressante qui s'empare de quelqu'un plongé dans l'obscurité d'un lieu inconnu, coupé du monde. Sheila recula de 2 pas et poussa soudain un cri.
Déjà tendues à l'extrême, les filles hurlèrent à leur tour et s'élancèrent hors de la pièce, manquant de se renverser les unes les autres en se bousculant pour franchir la porte entr'ouverte. Elles ne s'arrêtèrent que lorsqu'elles atteignirent la partie éclairée du château. Haletantes, elles se retournèrent vers Sheila. « Qu'est-ce que c'était? Pourquoi as-tu crié ?» Sheila les regarda, puis éclata de rire. « Qu'est-ce qui te prend ?» insista Tina. « Qu'est-ce que tu as vu ?»« Rien du tout, » répondit Sheila entre deux éclats de rire. « C'était juste une blague. Vous auriez dû voir vos têtes. Quelle froussarde. La façon dont vous avez détalé, on aurait dit des héroïnes de haut temps en emporte le vent. Et ces cris, je parie qu'on les a entendus jusqu'en bas. » Elle riait tellement qu'elle en avait les larmes aux yeux. « Toi, comment as-tu osé ?» Les filles s'approchèrent d'elle, l'air menaçant. On ne saura jamais comment cela aurait fini, car à cet instant, Kevin apparut. « C'est quoi tout ce vacarme ?» grogna-t-il en les regardant d'un air soupçonneux. « L'écho a résonné dans tout le château. J'ai cru que les trophées allaient tomber de la cheminée. Et d'ailleurs, où étiez-vous passé ? Tout le monde est déjà rentré. » Sheila riait toujours. Ses amis, finalement, ne purent s'empêcher de se laisser gagner par son hilarité contagieuse. Kevin haussa les épaules, perplexe, et descendit les escaliers. Les filles, encore secouées de rire, le suivirent. Le soleil déclinait. Ses derniers rayons, filtrant à peine à travers l'épaisse couche de nuages gris, teintaient le paysage de nuances cramoisies. La pluie ne cessait pas. Dans le jardin abandonné, les arbres gémissaient en silence, battant contre les fenêtres. L'autocar n'était toujours pas arrivé. Linda, inquiète, était assise près de la fenêtre, scrutant l'horizon sombre. Allison s'approcha en silence. « Vous voulez du thé ?» Miss Lee lui jeta un bref regard. « Non, merci. »« Prenez-en, ça calme les nerfs. C'est du romarin, » insista la femme. Linda prit la tasse et en but quelques gorgées. « Merci, il est très bon, » soupira-t-elle. « Je ne comprends pas ce qui a pu se passer. »« Ne vous en faites pas, » tenta de la rassurer Allison. « Si le bus ne vient pas, vous pourrez passer la nuit au château. Il y a de la place pour tout le monde. Mon mari et moi serons ravis. Nous manquons de compagnie ici. Et puis, je suis sûr que les jeunes trouveront l'idée excitante. Passer une nuit dans un vieux château, vous devriez aller les rejoindre près du feu. Il commence à faire froid. » Un frisson parcourut Allison. Linda regarda autour d'elle. Ses étudiants étaient rassemblés près de l'âtre, échangeant des histoires de fantômes. En d'autres circonstances, elle aurait pris plaisir à écouter ces récits universitaires, mais ce soir-là, elle n'en avait pas le cœur. Ernie racontait une histoire effrayante, et les autres, captivés, retenaient leur souffle. Allison fit signe à Alfred, qui était assis avec les jeunes dans un cercle compact, et ils commencèrent à allumer des lampes et des bougies. « Vous n'avez pas d'électricité » s'étonna Linda. « Non, mademoiselle, » répondit le gardien du château. « Ici, nous sommes loin de la civilisation. Pas âme qui vive à des kilomètres à la ronde. D'où voulez-vous que vienne l'électricité » Il haussa les épaules. « Après les rénovations, on nous a promis un générateur, mais pour être honnête, ma femme et moi, nous nous sommes habitués à cette vie sans modernité. Il y a un certain charme. Vivre ici, à Schreckenschloss, c'est comme être plongé dans un conte médiéval. » Linda acquiesça, se leva et rejoignit les étudiants près du foyer. Ernie lui lança un regard en coin et poursuivit. Il martelait la porte. Nicole avait barricadé l'entrée avec une vieille armoire massive, mais il forçait, encore et encore, jusqu'à arracher la porte de ses gonds. Il entra dans la pièce comme un ouragan comme celui qui a frappé le Japon l'année dernière. Et je vous jure, les filles, ce type ne ressemblait ni à Tom Cruise, ni à Brad Pitt. Ses yeux brillaient comme ceux d'un félin, scintillant d'une fureur maléfique. Ses mains et sa bouche étaient recouvertes du sang de Patrick. Nicole vit ces terribles crocs, ce sourire de requin. Elle hurla, désespérée, et recula vers la fenêtre. Le monstre avançait. Elle se défendait, comme elle pouvait, lui lançant tout ce qui lui tombait sous la main. Mais elle n'était pas douée. Ses projectiles ne faisaient que le faire rire, un rire grave et cruel, tandis qu'il tendait ses griffes immenses et tordues. Soudain, Nicole heurta le mur. Elle comprit qu'elle n'avait plus d'issue. Elle était condamnée. La créature tendit sa main hideuse et l'attrapa par l'épaule. À ce moment-là, Ernie tendit soudainement le bras vers Sheila. Elle et Jennifer, qui se tenaient à ses côtés, poussèrent un cri de surprise. Comme si de rien n'était, Ernie poursuivit d'un ton mystérieux et sinistre. La créature se pencha sur le cou délicat de Nicole, avide de lui déchirer la gorge. Son haleine empestait l'oignon et la bière. Mais soudain, le monstre poussa un hurlement comme un chien que l'on venait de frapper. Tout cela parce qu'il avait aperçu, suspendue au cou de la jeune fille, une croix en argent. Cette même croix que Patrick lui avait offerte lui sauva la vie. Nicole l'arracha de son cou et, la serrant fermement dans sa main, elle frappa la hideuse créature.
D'un geste dramatique, Ernie accompagna ses paroles. Aussitôt, plusieurs filles laissèrent échapper un cri d'effroi. Évidemment, elle n'était pas Jackie Chan, mais le pouvoir sacré de la croix fit son œuvre. Le monstre se tordit, s'effondra sur le sol en couvrant son visage brûlé. Nicole n'hésita pas. Elle se précipita hors de la pièce. Elle descendit les escaliers et vit le corps de Patrick baignant dans une mare de sang. Elle s'arrêta net, hésitante, mais elle comprit aussitôt qu'il n'y avait plus rien à faire pour lui. Il était trop tard pour appeler à l'aide, mais elle pouvait encore se sauver elle-même. Derrière elle, un rugissement féroce retentit. Sans réfléchir, Nicole s'élança vers la sortie. Dehors, elle courut droit vers la forêt. Linda observe les étudiantes, captivées, buvant les paroles d'Ernie avec fascination. Un sourire ironique flottait sur les lèvres du conteur. La forêt, bien sûr, ce n'est pas exactement un porche accueillant, poursuivit-il. Mais Nicole savait qu'elle n'avait pas le choix. Mieux valait l'obscurité oppressante des bois que de rester à la merci de cette créature assoiffée de sang. Le monstre ne lui laissait aucun répit. Le bruit de sa poursuite résonnait dans la nuit. Finalement, la jeune fille s'arrêta et tendit l'oreille. Autour d'elle, un silence de mort. Elle recula lentement, scrutant l'obscurité avec désespoir, lorsque soudain quelqu'un lui saisit la main. Nicole poussa un cri. C'était la créature elle-même. Terrifiée, elle laissa échapper sa croix. La bête la plaqua violemment contre le tronc d'un arbre et, dévoilant ses crocs acérés, se pencha vers sa gorge, là où l'artère palpitait. D'une voix basse et traînante, Ernie prononça ces derniers mots, puis se tut. Le silence tomba dans la salle. Tous attendaient, suspendus à ses lèvres, les yeux brillants de terreur et de curiosité. Et alors, le soleil se leva, conclut-il soudain. La créature poussa un hurlement déchirant et s'élança pour fuir. Mais elle n'eut pas le temps de faire plus de quelques pas. Les premiers rayons de l'aube l'atteignirent, et en un instant, elle se désagrégea en un nuage de poussière. « Et voilà » ajouta Ernie d'un ton satisfait. « Un bon engrais pour l'herbe, les arbres et les fleurs de la forêt. » Un soupir de soulagement traversa l'assemblée. Ernie, visiblement ravi de l'effet produit, se tourna vers Sheila. « Alors, verdict ?»« Génial » répondit-elle. « La meilleure histoire de la soirée. Mais moi, je préfère les histoires de vampires. Surtout maintenant que, dans les films, ils ne sont presque plus montrés comme des monstres. De plus en plus, ils sont magnifiques, séduisants, irrésistibles. Vous avez vu Entretien avec un vampire ou Dracula 2000 et Twilight, une véritable œuvre d'art. Qui pourrait résister à de tels charmeurs? Le mal, qui ne fait ni peur ni horreur, mais qui fascine, qui attire. Je trouve cette vision bien plus originale et intéressante que ces créatures abominables et sanguinaires. Parfois, devant ces films, on se surprend à ne plus vouloir la victoire du bien, mais celle de l'ombre, parce que, soyons honnêtes, tous les plus beaux sont du côté du mal. « Oui, c'est vrai », approuva John. « De nos jours, les méchants sont les meilleurs personnages, et les méchantes, des vraies bombes. »« Vous n'allez pas me dire que vous les aimez » s'étonna Annie. « Et pourquoi pas ?» Sheila esquissa un sourire sarcastique. « Allez, Annie, à vous !» Ne me dis pas que tu n'as jamais rêvé, ne serait-ce qu'une seule fois, de recevoir un baiser de Lestat ou de Dracula. Le premier et dernier baiser, mortel. Ce que tu dis est effrayant, murmura Annie en secouant la tête. Ses cheveux blonds ondulèrent doucement. Innocence pure. Sheila laissa échapper un petit rire moqueur. Si tu n'as pas le courage d'admettre tes propres désirs, je ne vais pas te forcer. Mais je refuse de croire qu'il existe une seule fille au monde qui ne succomberait pas à une telle tentation. Ils exercent une attraction irrésistible. Et après tout, qu'y a-t-il de mal à vivre éternellement? À rester jeune et belle pour toujours? Oui, quoi de mal y a-t-il à devoir tuer chaque jour, boire du sang, vivre dans l'obscurité sans jamais voir la lumière du soleil? Lança Tina avec ironie. Eh bien, pour l'éternité, on peut bien supporter quelques inconvénients, non? Répondit Sheila. Sheila, qu'est-ce que tu racontes? S'étonna Annie incrédule. Laisse-la donc rêver, rit Ernie. Ne vois-tu pas que notre petite vampire s'abandonne à ses fantasmes? Comment s'appelait déjà la fiancée de Dracula? Sheila, non? Elle s'appelait Mina, répliqua Sheila, et ajouta avec un sourire malicieusement séducteur. Mais, franchement, je serais bien mieux qu'elle dans ce rôle. Sheila se leva du canapé et s'approcha de la cheminée. Elle tendit les bras vers le plafond, tandis que les flammes des bougies dansaient dans ses yeux bruns. Sa chevelure sombre paraissait d'un noir d'encre dans la pénombre. À cet instant, tout en elle évoquait une sorcière tout juste revenue d'un sabbat. Elle sourit, dévoilant des dents éclatantes comme des perles. Ô créature de l'ombre, habitant du sous-sol, enfant des ténèbres, esprit du vent, silhouette errante de la nuit. Ô êtres cauchemardesques, âmes maudites, spectres anciens, monstres surgis des profondeurs, bêtes infernales. Ô vous, réveillés de la poussière, êtres magiques,
tissée de clairs de lune et de pluie. Ô vous, habitants des cryptes, gardiens de l'humidité, de la moisissure et des toiles d'araignées, seigneurs de la brume nocturne. M'entendez-vous, assassin de la nuit? C'est moi, Sheila, une simple mortelle, qui vous invoque depuis l'abîme. Venez, et je vous livrerai mon âme en échange de l'immortalité et de la beauté éternelle. Approchez, venez à moi, fils de la nuit. Je vous appelle. Venez. La porte d'entrée s'ouvrit brutalement, un vent glacé s'engouffra dans la pièce, soufflant la moitié des bougies. Les flammes de la cheminée vacillèrent. Dehors, un éclair fulgurant déchira le ciel, illuminant un instant la nuit profonde. Tous se retournèrent en même temps. Une silhouette sombre et élancée se dessinait dans l'encadrement de la porte. Les filles poussèrent un cri de panique. Maggie s'évanouit, et Kevin eut tout juste le temps de la rattraper. Sheila était restée figée près de la cheminée, les yeux écarquillés de stupeur, les bras ballants. Les mots incantatoires flottaient encore sur ses lèvres. « Il nous a fichu une sacrée trouille », dit Linda d'un ton de reproche en s'approchant du conducteur trempé. L'homme s'était installé près de la cheminée, une tasse de thé entre les mains, essayant de se réchauffer un peu. Je me suis déjà excusé 1000 fois. Maggie avait repris connaissance, et les autres s'étaient rassemblés autour d'elle alors qu'elle reprenait doucement son souffle, allongée sur le canapé du salon. « Pourquoi avez-vous mis tant de temps ?» demanda Miss Lee. « J'ai cru que vous nous aviez oubliés et qu'on allait rester ici pour l'éternité. Et nous n'avions même pas de quoi appeler. »« Les routes sont dans un état déplorable, » expliqua le conducteur. « Le ruisseau a débordé, tout est inondé. Cette fichue pluie a transformé le chemin en bourbier. Le bus a quitté la route. J'ai bien peur que vous deviez passer la nuit ici, dans ce château. »« Pas question, » s'indigna Linda. « Vous êtes là, le bus est là. Alors faites votre travail et ramenez-nous en ville. »« C'est impossible. Regardez par la fenêtre. Je vous dis que le bus est sorti de la route. » Le ton du conducteur se fit plus sec. « Comprenez bien, il est embourbé. La pluie ne cesse de tomber. Il fait nuit noire. Même si on parvenait à le dégager, ce qui est pratiquement irréalisable à moins que l'un d'entre vous ne soit un sorcier capable de soulever un bus d'une seule main. Même si on y arrivait, on finirait de toute façon bloqué plus loin, ou pire, on risquerait de s'enfoncer encore plus dans la gadoue. On serait trempé, couvert de boue, et au final, on serait contraint de revenir ici. « Et vous proposez quoi, alors ?» demanda Linda, cette fois plus calmement. « Je vais tenter de rejoindre la ville, je ferai du stop. Avec un peu de chance, je trouverai la route dans cette obscurité, et peut-être qu'une voiture de retardataire passera, et si j'ai un coup de bol, je tomberai sur un bon samaritain, suffisamment inconscient pour prendre un inconnu à son bord. Enfin, franchement, moi, je ne le ferai pas. Surtout un type comme moi, détrempé, couvert de boue, sorti de nulle part au beau milieu des marais et des landes. Vous savez, Miss Lee, j'ai honte de l'admettre, mais j'ai une peur bleue des autostoppeurs au bord des routes. J'ai vu trop de fois le routard de la mort. Vous vous égarez, soupira Linda, sentant sa patience s'effilocher. Oui, bref, je vais rallier la ville et prévenir votre hôtel, histoire qu'ils ne s'inquiètent pas trop. Et demain, si la pluie se calme, je reviendrai vous chercher. Je trouverai un autre bus, un modèle qui tiendra mieux la route, et j'appellerai une dépanneuse pour sortir celui-ci du pétrin. Bref, je me débrouillerai. En attendant, vous n'avez plus qu'à profiter des merveilles antiques de ce château. D'accord, accepta Linda. S'il n'y a pas d'autre choix, faisons comme il le propose. Elle se retourna et annonça. « Vous avez entendu, les amis? Nous passons la nuit ici. » À sa grande surprise, des cris de joie s'élevèrent aussitôt. « Ouah! Vive Miss Lee !» Le conducteur leur fit un dernier signe avant de s'éloigner et de disparaître dans l'obscurité profonde qui recouvrait le monde tel un linceul impénétrable. John et Jennifer s'éclipsèrent quelque part à l'étage, les filles les regardèrent en partir en gloussant. Sheila resta assise un instant, puis, affichant un sourire éclatant, déclara « Je crois que je vais aller faire un tour moi aussi. Puisque nous sommes ici, autant profiter pleinement de la beauté de ce lieu ancien. Ernie, tu viens avec moi. On ne sait jamais, si je croise un fantôme, qui me défendra. »« Pourquoi pas ?» répondit le jeune homme avec un sourire. « En tant que chevalier, je ne peux rien refuser à une dame. Puis-je vous offrir mon bras, ma comtesse ?» Avec une révérence élégante, il lui tendit la main, et tous deux commencèrent à monter lentement l'escalier. « Attendez !» les arrêta Maggie. « Je viens avec vous. » Sheila se retourna et, la scrutant de la tête aux pieds, lui répondit avec une expression de compassion feinte, qui ressemblait bien davantage à une moquerie à peine dissimulée. « Oh non, Maggie, j'ai bien peur que tu sois encore trop faible. Et si tu t'évanouissais encore une fois? Que ferions-nous de toi? Repose-toi plutôt. » Maggie fronça les sourcils, contrariée.
Elle retourna s'allonger et, appuyant sa tête aux cheveux coupés courts sur l'oreiller, ne tarda pas à sombrer dans le sommeil. Tina s'installa à côté d'elle. Annie, quant à elle, était restée près de la cheminée, les yeux fixés sur les braises rougeoyantes. Kevin s'assit à côté d'elle, sur le tapis épais et moelleux. « Tu as l'air soucieuse, » lui dit-il. « Tu n'es pas contente de passer la nuit ici. »« J'ai un mauvais pressentiment, » répondit-elle. « Une inquiétude inexplicable ne me quitte pas depuis ce matin. »« Allons, ne dis pas ça. Les pressentiments ne sont que des superstitions, un vestige de nos ancêtres ignorants du Moyen-Âge. À notre époque de science, de progrès et de mondialisation, croire encore à ce genre de choses? Non, tu te trompes, l'interrompit Annie. Puis elle ajouta avec un soupir, « Ma grand-mère m'a toujours appris à écouter mon cœur. Et puis, ce qu'a dit Sheila, tu ne vas quand même pas croire qu'elle est capable de jeter un sort et d'invoquer toutes ces créatures, si? On ne devrait pas parler de choses mauvaises, insista Annie. Il ne faut pas, sinon on risque d'attirer le malheur. Sheila plaisantait, c'est tout. Elle est toujours comme ça, un peu excentrique. Parfois, j'ai même l'impression qu'elle est complètement folle, intervint Tina. C'est à ce moment-là qu'Allison arriva et les appela tous pour leur montrer les chambres. Une grande chambre avec un lit immense fut attribuée aux trois amis, Tina, Sheila et Annie. Un peu plus loin dans le couloir se trouvait celle de Miss Lee. Comme Maggie ne s'était pas encore totalement remise de son malaise, on la plaça dans la même chambre que Linda. Plus loin encore s'installèrent Ernie et Kevin. Quant à Jennifer et John, on les conduisit dans l'aile gauche du château, où se trouvait la seule chambre restaurée et sécurisée. Tina était assise au bord du lit, un lit à peine plus petit qu'un stade, les jambes croisées en tailleur, et elle se brossait les cheveux. Annie, quant à elle, tapotait les oreillers, émerveillée par la douceur du matelas et la taille impressionnante du lit. Sheila se tenait près de la fenêtre, contemplant le paysage nocturne. « Quelle nuit magnifique !» murmura-t-elle. Et la pluie s'est arrêtée. La nuit est le royaume des sorcières, des vampires et des esprits. Et si nous nous échappions pour assister à un sabbat? « Arrête, ça suffit !» la réprimanda Annie. « On a eu notre dose de tes bêtises aujourd'hui. Et puis, ferme la fenêtre, il fait froid. »« Je ne la fermerai pas. » Sheila lui tira la langue. « J'ai envie de voir un fantôme. Il suffit d'attendre et d'observer attentivement. » Tina finit de se brosser les cheveux et sauta sur le lit. « Sheila, viens te coucher. Arrête de plaisanter. »« Attendez !» chuchota Sheila, sans détourner les yeux de la fenêtre. « Je vois quelque chose. Oh mon Dieu! Regardez !» Tina bondit hors du lit et accourut à la fenêtre. Annie, elle, se redressa vivement, montant sur le lit pour tenter d'apercevoir ce que Sheila indiquait par-dessus la tête de ses amis. « Où ça? Où ?» s'impatienta Tina. « Là !» murmura Sheila, le doigt tremblant. « À la fenêtre, juste en face de nous, là-bas, dans l'aile gauche. Tu le vois? »« Mais où? Où? Je ne vois rien du tout !» répliqua Tina, frustrée sur le même ton. Soudain, Sheila éclata de rire et laissa échapper un rire cristallin, presque sauvage. « Encore une fois !» s'esclaffa-t-elle. « Encore une fois, vous y avez cru. Mais quand allez-vous apprendre? C'est tellement facile de vous avoir. » Furieuse, Annie lui lança un oreiller, et Sheila riposta aussitôt d'un coup bien placé. Tina, elle, se contenta de taper du pied, exaspérée, avant de regagner son lit, marchant bruyamment sur le sol de pierre avec ses pieds nus. Après s'être amusée un moment de sa propre farce, Sheila se glissa sous les draps, frissonna au contact de l'humidité de la nuit, et ne tarda pas à s'endormir. Peu à peu, tout le monde plongea dans le sommeil. Personne ne vit la silhouette sombre qui, à cet instant précis, apparut dans la fenêtre que Sheila avait désignée un instant plus tôt en plaisantant. Pendant 1 minute, la silhouette demeura immobile, figée dans l'ombre, avant de se fondre silencieusement dans le labyrinthe ténébreux du château.